Qui doit venir au secours du président Bazoum, pris en otage aujourd'hui par sa garde présidentielle qui elle-même exerce le pouvoir au Niger? Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que la démarche du président Bazoum consistant à appeler les États-Unis à son secours était plutôt surprenante parce qu'en réalité, quand on est le président d'un pays, les personnes qu'on doit appeler pour être sauvées de la main de putschistes, c'est sa population. Et suite à cette vidéo-là, bien évidemment, je pense que l'immense majorité des personnes ont compris ce que je voulais dire, mais certains ont quand même mis en commentaire le fait que ce que je racontais était utopique. Ou est-ce que ça s'est déjà vu que la population est sortie pour lutter contre un putsch au point de ramener un président qui avait été déchu au pouvoir? Je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de parler un peu d'histoire. Parce que malheureusement, on a tendance à oublier l'histoire et à penser que ce qui se passe en Afrique ne se tient qu'en Afrique. Je vais faire deux vidéos parce que sinon, ce serait trop long dans une seule. Pour vous présenter deux cas qui ne se sont même pas déroulés en Afrique. Le premier, je pense que les plus anciens l'ont connu, l'ont écouté et voient tout de suite de qui je veux parler. Il s'agit d'Hugo Chavez, le président du Venezuela, qui est décédé maintenant. Hugo Chavez a pris le pouvoir en 1998 au Venezuela. C'est très important de comprendre ça. Et à l'époque, qu'est-ce que le Venezuela? Pour que vous compreniez bien ce qui va se passer après avec sa population. Et c'est très important en tant qu'Africain qu'on écoute bien cette vidéo. Quand Chavez arrive au pouvoir, le Venezuela est le quatrième producteur de pétrole au monde. Et pourtant, le Venezuela a l'une des populations les plus pauvres au monde. Ce qui ressemble en réalité à beaucoup de schémas de pays africains qui ont des matières premières abondantes et pourtant avec des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté. Chavez va être élu par plus de 80% des populations pauvres du Venezuela. C'est eux qui vont l'amener au pouvoir. Pourquoi? Parce que Chavez va redonner de l'espoir à tous ces gens-là. Avant l'élection de Chavez, on a énormément de reportages de personnes qui disaient qu'ils ne votaient plus, qu'ils ne croyaient plus en la politique, parce que fondamentalement, les élections ne servaient à rien. C'était une mascarade qui parvenait juste à remettre au pouvoir des personnes riches. Chavez est venu avec deux promesses fondamentalement. Écoutez bien les promesses de Chavez. Deux promesses. La première promesse, c'est redistribuer l'argent du pétrole au peuple. C'était la première promesse. Et la deuxième promesse, faire participer la population à la politique. Et que ce ne soit plus le simple fait de quelques personnes qui sont en veste-cravate, qui vont à l'Assemblée nationale pour parler. Mais que la politique redevienne le fait de tous les citoyens vénézuéliens. Comment il va procéder? Vous devez bien comprendre l'écosystème. Quand Chavez arrive au pouvoir, il y a des multinationales très puissantes, très puissantes, qui bouffent littéralement l'argent du pétrole. Ces multinationales-là, avec cet argent du pétrole, se mettent bien. Elles ont créé des conglomérats puissants. Le pétrole est essentiellement vendu à ces multinationales au travers, bien évidemment, derrière de l'attouchement des États-Unis, puisque partout il y a du pétrole, les Américains sont à côté, hein, il n'y a rien de nouveau. Donc ces multinationales-là, bien évidemment, travaillent avec, bien évidemment, de concert des grosses entreprises américaines. Voilà comment le pétrole est donc utilisé. Ça sert les intérêts de quelques privilégiés fondamentalement. Le peuple n'y voit pas grand-chose. Ensuite, Chavez dit donc qu'il lui va redistribuer l'argent du pétrole. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc quand il est élu président, la première personne que Chavez inquiète, ce sont les Vénézuéliens de la bourgeoisie. Parce que pour eux, Chavez c'est une menace. Ce mec-là, il dit qu'il va venir redistribuer notre argent, notre source de vie au peuple. C'est pas normal. On a plein d'images sur Internet, de reportages où on montre des gens qui disent que non, c'est anormal ce que Chavez veut faire. Il veut prendre l'argent des riches pour donner ça aux pauvres. C'est Robin des Bois, des trucs comme ça. Donc, il arrive au pouvoir avec une forte adversité, mais il arrive au pouvoir et il veut tenir ses promesses. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il organise à la télévision nationale, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, au Venezuela, il y avait 6 chaînes de télé, 5 privées qui appartenaient toutes aux industriels puissants et une télé nationale. Donc, à la télé nationale, Chavez organise une émission toutes les semaines dans laquelle tous les citoyens du pays peuvent lui poser des questions. Et il répond. Première chose. Les 5 autres chaînes de télé en boucle crient, insultent, tout ce que tu veux, Chavez. Oh, c'est un mauvais, Du matin au soir, les 5 chaînes de télé privées sont constamment en train de tirer sur Chavez. Il n'a que la chaîne nationale à laquelle il répond. Et il répond au peuple en donnant des directives. Deuxième chose que Chavez va faire, il amène l'éducation jusqu'aux couches les plus retirées du pays. Il s'assure que tout le monde sait lire, le maximum de personnes. Il amène un maximum de personnes à lire. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, il leur enseigne ce que c'est que la constitution du pays. Il leur apprend la constitution. Ils apprennent la constitution. Et derrière, il
demande donc à modifier la Constitution. Il modifie la Constitution conformément à aux promesses qu'il a faites. Et désormais, il s'assure que tout le monde au Venezuela comprend la Constitution. Tout le monde doit comprendre la Constitution. Pourquoi? Parce que le peuple doit connaître ses droits. Il insiste là-dessus. Le peuple doit connaître ses droits. Et là, Chavez est en train de signer, pour certains, son arrêt de mort. Ensuite, ce qu'on va trouver donc intéressant dans l'épisode de Chavez, c'est qu'il arrive au pouvoir en 2018. Les événements de son coup d'État, parce qu'il va avoir un coup d'État, vont se dérouler en 2012 plutôt. Donc 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Je précise que Chavez a été élu la première fois en 2018. La deuxième fois, il a été élu avec 56%. Et l'élection d'après, il va être élu avec 59%, ce qui est très rare. C'est-à-dire qu'à la deuxième élection, il est élu avec plus de voix encore qu'à la première. Très peu de dirigeants politiques peuvent se targuer d'un tel bilan. La plupart du temps, quand tu viens au premier bilan, au premier vote, les gens te votent, mais tes résultats sont tellement décevants qu'au deuxième, même quand tu passes, c'est parfois limite. C'est l'inverse avec Chavez. À la deuxième élection, il va gagner encore plus, avec encore plus d'écart qu'au premier vote. Donc, qu'est-ce qui se passe donc en avril 2002? Plus précisément le 10 avril. Un coup d'État est lancé. Par qui? Par l'armée. C'est vraiment ubuesque ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un général de l'armée qui vient, qui prend une des chaînes privées et qui annonce à Chavez qu'on en a marre de toi, il faut que tu te barres. Le président de la République, Pourquoi vous comprenez à quel point le groupe en face était puissant. Le général d'armée lui dit, c'est bon, il y en a marre de toi, il faut que tu te barres. Le lendemain, le coup d'État est mis en œuvre. Je vous passe les étapes du coup d'État. Mais on donne un ultimatum. Chavez se réfugie dans le palais présidentiel et dans un bunker. L'armée est contre lui. Les généraux sont contre lui. Donc, du coup, on lui donne un ultimatum. Chavez, soit tu te rends, soit on bombarde le palais. Le peuple n'est au courant de rien à ce moment-là. Alors non, il faut que je rappelle un épisode très important. Comment est-ce qu'on va arriver à ça? Ah oui, ça c'est très important. Je ne peux pas laisser ça. Sinon, vous n'allez pas comprendre vraiment comment la population va jouer son rôle dans cette affaire. Les 5 médias en question, dans lesquels l'opposition s'exprime librement, de manière même très véhémente, ces 5 médias-là annoncent un grand rassemblement pour signifier leur insatisfaction du travail de Chavez. Ce même jour-là, des militants pro-Chavez ont une rencontre, un attroupement à la porte du palais. Donc on a 2 attroupements dans la ville ce jour-là. Les opposants qui sont à une place et les militants de pro-Chavez qui sont au palais. Les médias, avec les généraux, manipulent la population et demandent à la population d'aller prendre la présidence sans leur dire qu'il y a les manifestants de Chavez là-bas. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Affrontement. Un affrontement meurtrier qui va tuer plus de 100 personnes. Un vrai affrontement. Et pendant cet affrontement-là, on a des balles qui crépitent à gauche, à droite. Des snipers qui sont placés on ne sait pas où. Et on voit, les gens commencent à recevoir des balles et meurent. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? De faire des images de montage pour montrer que ce sont les pro-Chavez qui sont en train de tuer les gens. Et donc la population est bien évidemment dans l'émoi pour essayer de remonter les gens contre Chavez. Et donc de ne pas soutenir Chavez. Dans la même soirée, donc dans le prolongement de cet attroupement-là, le coup d'État est lancé. Les généraux viennent et font le sit-in. Chavez est dans son bunker. Et on lui dit, tu dois signer ta démission. Chavez refuse de signer sa démission. Écoutez très bien, il refuse de signer sa démission. Et on lui dit, si tu ne sors pas du bunker, on va détruire le palais. Chavez se rend, il donne un ultimatum. Ultimatum, ça se ressemble. Il donne un ultimatum. Et Chavez dit qu'il ne signe pas. À 5 minutes de la fin de l'ultimatum, Chavez sort de son bunker en disant « Ok, je me rends, mais je ne signe pas ma démission. » Donc, les gars prennent Chavez, ils l'amènent sur une île éloignée. On n'entend plus parler de Chavez. Écoutez bien, on n'entend plus parler de Chavez. On n'a plus les nouvelles de Chavez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple commence à apprendre ce qui se passe. Le peuple commence... Entre-temps, bien évidemment, on coupe la chaîne de télé nationale. Donc, il n'y a plus que les 5 chaînes privées contre Chavez qui émettent. La chaîne de télé nationale n'émet pas. Donc, le peuple ne sait pas ce qui est en train de se passer. Du moins, une très petite partie du peuple est au courant. Le lendemain, quand il se réveille, il découvre qu'il y a un nouveau président de la République qui vient et qui parle et qui dit que c'est maintenant le nouveau président de la République. Là, le peuple commence à dire « What? Qui es-tu? D'où sors-tu? À quel moment tu as pensé que tu étais le président du Venezuela ?»
Le peuple commence donc à se rebeller et à sortir. Il faut préciser que Chavez avait armé sa population. Les Vénézuéliens avaient des armes. Il estimait que, un peu comme aux États-Unis, il estimait que c'était une responsabilité que les citoyens puissent se défendre. Donc, il y avait des armes, avec des autorisations, bien évidemment, mais les Vénézuéliens avaient des armes sur eux. Donc, à partir de là, le nouveau président va s'appeler, est-ce que c'est Pedro Carmona? Voilà, c'est ça son nom. Pedro Carmona, donc, qui est bien évidemment le gars qui représente l'élite, les gars qui ont réussi. Et tenez-vous tranquille. Dès que le lendemain, Pedro Carmona va prêter serment, ils vont virer tout le gouvernement, tous les ministres, tous les procureurs, tous les juges, tout le monde. Ils vont virer tout le monde. Après avoir donc viré tout le monde, les États-Unis et l'Espagne vont reconnaître le coup d'État. Comme par hasard. Ils vont reconnaître le nouveau président. Comme par hasard. En quelques heures, ils vont reconnaître les nouvelles autorités du pays. Comme par hasard. Le peuple va se masser. On parle de dizaines de milliers de personnes qui vont venir faire le sitting devant le palais, dans lequel le Carmona est, hein, avec ses ministres et tout. Ils vont venir faire le sitting, c'est-à-dire, ils vont envahir la ville. Il n'y a pas de place où le peuple est partout. Un seul mot, ramener Chavez. Chavez n'a pas parlé. Le peuple a juste été informé que Chavez n'est plus au pouvoir. Et le peuple commence à dire, tant que Chavez n'a pas démissionné, la Constitution dit que c'est toujours Chavez le président. Quand le peuple est instruit. Le peuple dit, tant que je raconte ça avec beaucoup d'émotion, parce que moi je suis quelqu'un qui suivait beaucoup Chavez. Beaucoup. Et je pense que si vous avez aimé Sankara, vous allez aimer Chavez. C'est un peu dans la même logique, les révolutionnaires, ainsi de suite. Alors, tout ce qu'ils ont fait, bien évidemment, ni Sankara, ni Chavez n'étaient parfaits. Le but n'est pas de dire que j'étais d'accord avec eux sur tout. Mais ce sont des gens quand même qui avaient un amour pour leur peuple qu'on ne peut pas nier. Et le peuple le leur a rendu. Alors, le peuple donc commence à crier en disant « Chavez n'a pas démissionné, il est toujours le président du Venezuela ». À ce moment-là, le peuple envahit le palais. Des dizaines de milliers de personnes viennent de partout, pour venir dire qu'il faut ramener Chavez. Face à cela, la garde présidentielle change de veste et ils disent non, on va aller récupérer le pouvoir pour le président. La garde présidentielle se met donc en branle. Les gardes présidentielles, vous savez, dans nos pays, c'est parmi l'élite. Donc la garde présidentielle, ils se mettent en œuvre sous la pression populaire. Parce que avant ça, la garde présidentielle avait déjà validé les nouvelles autorités. Mais quand ils voient toute la foule, ils se rappellent des discours de Chavez, semaine après semaine. Les gars disent non, on va aller chercher Chavez. Donc la garde présidentielle revient et met à mal le nouveau président. Alors quand ils arrivent dans le palais, le gars n'est plus là. Mais ils prennent ses ministres, ainsi de suite. Et on fait revenir donc tous les ministres de Chavez. Tous reviennent, tous ceux qu'on avait destitués la veille, ils reviennent tous. Et bien évidemment, ils viennent récupérer leur poste. Mais il y a un problème, la vacance présidentielle. La Constitution est claire. Il y a un certain nombre de temps pendant lesquels, si le président ne donne pas de nouvelles, c'est la vacance présidentielle. Et donc, le vice-président vient et prête serment avec les anciens juges, les anciens procureurs. Tout le monde revient à son poste. Et à ce moment-là, donc, où est Chavez? Chavez est sur une île éloignée. Maintenant qu'il est donc président, vice-président par intérim, il ordonne donc à ce qu'on aille chercher Chavez. Chavez va arriver cette nuit-là dans un hélicoptère. Ça, c'est le scénario qui dépasse le film. Chavez va arriver cette nuit-là dans un hélicoptère. Tout Caracas. Ça y est, le Venezuela est en émoi. Le sauveur est là. The guy is back. Chavez va revenir. Et l'une des premières phrases qu'il va dire, c'est « Le peuple vient d'écrire une page de l'histoire. » Le peuple vient d'écrire une page de l'histoire. Il va prendre... Il ne savait même plus quel jour on était. Parce que là où on l'avait enfermé, il n'avait ni jour, ni nuit. Rien du tout. Voilà comment le peuple va ramener au pouvoir, alors même qu'il était déjà destitué, qu'il y avait déjà un nouveau gouvernement. Hugo Chavez. Donc, ceux qui disent que, parce qu'il y a eu un putsch, le peuple ne peut rien faire, vous contredisez l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de Chavez, mais demain, je vous parlerai de quelqu'un d'autre, d'un autre coup d'État comme celui-là, et dans lequel le peuple a dit « No way, ça ne va pas passer ».
Dites-moi ce que vous en pensez. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans le cas de Chavez?